As-tu déjà mis la main sur quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé? Un secret si profondément enfoui que même le temps semblait avoir tenté de l'effacer. Ce genre de découverte qui transforme une promenade paisible en cauchemar éveillé. Ce jour-là, dans le parc de Clerval, tout semblait tranquille. Le ciel d'automne s'était teinté d'ambre. Le soleil dorait la surface du lac, et les feuilles craquaient doucement sous les pas de la lieutenante Élodie Marchand. À ses côtés, son fidèle chien policier Hugo trottinait, oreilles dressées, reniflant les senteurs familières de la terre humide et des vieux chênes. Rien ne laissait présager que ce soir-là, leur vie allait basculer à jamais. Mais parfois, ce qui est caché sous nos pieds peut changer le monde. Et ce que Hugo allait trouver ne devait jamais être déterré. Tout avait commencé par un simple grognement. Le genre de son grave et tendu qu'Élodie connaissait bien. Elle s'arrêta, fronça les sourcils, regarda son chien pointer son museau vers un vieux buisson délaissé. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura-t-elle, s'abaissant légèrement. Mais Hugo ne répondait pas, bien sûr. Il creusait, frénétiquement, les pattes projetant des gerbes de terre. Il avait flairé quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne sentait pas comme les autres choses du parc. Élodie sentit une tension lui nouer la nuque. Elle sortit une paire de gants de sa ceinture, s'agenouilla lentement, puis aida Hugo à dégager une vieille boîte de bois, rongée par l'humidité et recouverte de mousse. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur, des photos délavées, noircies par le temps, et des visages à peine reconnaissables. Mais c'était ce qu'il y avait au fond qui lui coupa le souffle. Un insigne de police, couvert de sang séché. Elle le retourna, lentement. Gravé au dos, un nom. Lieutenant Théo Lambert. Son cœur s'arrêta une seconde. Théo Lambert, porté disparu depuis 2 ans. Classé comme ayant quitté son poste sans prévenir. Mais Élodie n'y avait jamais cru. Et maintenant, elle avait entre les mains la preuve que quelque chose n'allait pas. Elle serra l'insigne contre elle, ses pensées tourbillonnant. Un bruissement dans les feuilles la fit se retourner brusquement. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Une ombre indistincte se glissa entre les arbres à la lisière du parc. Hugo se plaça immédiatement entre Élodie et le buisson, les poils hérissés, le regard rivé sur l'obscurité. Élodie sentit son estomac se tordre. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un simple hasard. Cette boîte avait été enterrée ici pour une raison, et maintenant qu'elle l'avait trouvée, quelqu'un voulait la faire taire. Une brise glacée traversa le parc, faisant frémir les branches. Le soir tombait, et avec lui, une vérité menaçante commençait à émerger. Le silence s'épaississait à mesure qu'elle s'éloignait du parc. Assise dans sa voiture de patrouille, Élodie fixait son téléphone, l'écran toujours illuminé par ce message sans nom ni numéro. « Arrête, Marchand !» Dernier avertissement. Chaque mot résonnait dans sa poitrine comme un coup de marteau. Elle savait que ce qu'elle venait de trouver dépassait de loin une simple disparition. Et s'il y avait quelqu'un derrière cette boîte, ce message, cette ombre, alors elle n'était déjà plus en sécurité. Hugo, assis à l'arrière, ne la quittait pas des yeux. Il ne grognait pas. Il observait. Il savait. Élodie inspira profondément, passa en revue mentalement les personnes en qui elle pouvait avoir confiance. Une seule image s'imposa dans son esprit, celle de Mathieu Varan. Elle quitta le centre-ville et s'enfonça dans les bois, direction Montombre. Là-bas, perdu au milieu des arbres, se trouvait l'ancien chalet de son mentor. Une lumière vacillante brillait derrière les volets, signe que le vieux flic n'avait jamais vraiment quitté ses veilles. Elle frappa 3 fois selon le code qu'il lui avait appris. La porte s'ouvrit lentement, sur un visage creusé par le temps, mais toujours habité par le feu de la justice. Sans dire un mot, elle entra, Hugo sur ses talons. Elle posa la boîte sur la table. Le silence s'étira. Mathieu s'approcha, examina l'insigne avec un mélange de rage contenue et de résignation. Il n'eut pas besoin de poser de questions. Élodie parla la première. « Je l'ai trouvé dans le parc de Clerval. » Et peu après, ce message. Mathieu hocha lentement la tête. Il caressa du bout des doigts l'insigne souillé. « Tu viens de marcher sur une ruche, gamine.
Théo n'a pas disparu. Il a été enterré vivant, métaphoriquement ou peut-être pas. Il se leva, farfouilla dans une vieille armoire et en ressortit un dossier jauni. Élodie l'ouvrit. Une liste de noms. Hauts fonctionnaires, juges, officiers supérieurs. Et tout en haut, conseiller Adrien Beaumont. Son estomac se retourna. Tu veux savoir pourquoi Théo Lambert devait mourir? Parce qu'il avait mis la main sur ça. Les photos dans le dossier montraient des poignées de main dans l'ombre, des liasses d'argent, des visages connus dans des lieux interdits. Une conspiration enracinée dans chaque strate du pouvoir de Montreuil-sur-Loire. Et maintenant, elle en possédait les preuves. Mathieu la fixa droit dans les yeux. « Tu veux continuer? Ce n'est pas que je veux. Je dois. Alors écoute bien, ne fais confiance à personne et ne les laisse jamais te localiser. » Mais à peine avait-il terminé sa phrase qu'un grondement profond monta de la gorge d'Hugo. Les oreilles dressées, le corps tendu, il fixait la fenêtre. Un faisceau de phares déchira la nuit. Élodie sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il n'était pas seul. On les avait retrouvés. Les arbres frémissaient sous le souffle lourd des moteurs. À travers les vitres embuées de la cabane, Élodie distinguait les éclairs bleutés des phares qui perçaient la brume de Montombre. Elle n'avait plus le luxe d'hésiter. Hugo grognait, tendu, prêt à bondir. Mathieu referma le dossier d'un geste sec, saisit son arme posée sur la table et s'approcha d'elle. Il posa une main ferme sur son épaule, son regard plus grave que jamais. « Écoute-moi bien, tu prends l'épreuve. Tu vas à l'entrepôt 42. Ce soir, à minuit, ils effaceront tout. S'ils y parviennent, Théo Lambert ne sera qu'un fantôme de plus. » Élodie ouvrit la bouche pour protester, mais il la coupa d'un signe. « Si je dois rester ici pour te faire gagner du temps, je le ferai. Tu es jeune, tu peux encore faire éclater la vérité. » Un coup sec contre la porte coupa court à toute objection. Hugo aboya violemment. Une pluie de balles éventra la façade, projetant des éclats de bois, de poussière et de dossiers dans tous les sens. Mathieu renversa la table, s'abritant derrière. Élodie se précipita vers la sortie arrière, agrippant Hugo par le harnais. Une balle frôla son visage, déchirant un pan de sa veste. Pas de temps pour les adieux, pas de place pour la peur. Elle bondit dans l'obscurité. La forêt l'engloutit aussitôt. Les tirs, derrière elle, devenaient plus sourds, comme si le chaos lui-même reculait. Elle courait, son souffle haché, son cœur cognant contre ses côtes. Hugo à ses côtés, rapide malgré sa blessure. Elle le sentit boiter légèrement. Elle s'arrêta, s'agenouilla dans la boue glacée, palpant sa patte arrière, du sang. Hugo était touché. « Non, non, non », souffla-t-elle. « Pas toi, pas maintenant. » Mais Hugo leva les yeux vers elle, ses prunelles brillantes de courage. Il n'abandonnerait pas. Elle le savait. Il tiendrait debout aussi longtemps qu'elle tiendrait. Au loin, entre les troncs, elle aperçut une vieille cabane, bancale, rongée, et par le temps, mais encore debout. Elle y entra en trébuchant, referma la porte derrière elle et allongea Hugo sur un tapis de feuilles mortes. Sa respiration était lourde mais régulière. Elle arracha un morceau de sa chemise pour faire un garrot, essuya le sang et pressa fort. Pas question de le perdre. Dehors, les ombres bougeaient, des branches craquaient. Il les cherchait encore. Elle fouilla son sac, activa un vieux talkie. Du bruit blanc. Aucun signal, pas de renfort, pas d'aide. Mais elle n'en avait plus besoin, parce que devant elle, éparpillés sur une table couverte de poussière, les documents qu'elle transportait racontaient tout. Des transactions, des livraisons d'armes, des virements secrets, et en lettres capitales, le nom de l'entrepôt 42. Ce n'était pas juste un dépôt, c'était le cœur d'un empire de corruption. Elle regarda l'horloge cassée au mur. 23h23. Le temps filait. Le piège se refermait. Et si elle voulait le briser, elle devrait le faire maintenant. Le froid mordait sa peau, mais Élodie ne le sentait plus. Ses yeux fixaient la carte froissée du site logistique qu'elle avait trouvé dans les documents de Mathieu. L'entrepôt 42 se dressait à la périphérie de la zone portuaire, un monstre d'acier oublié des regards. Elle mémorisa chaque issue de secours, chaque angle mort, chaque possibilité d'entrée.
À côté d'elle, Hugo reposait sur le sol, les flancs soulevés par une respiration lourde, mais régulière. Il ne gémissait pas, ne se plaignait pas, il attendait, prêt à repartir. « J'ai besoin de toi, mon grand, juste une dernière fois », murmura-t-elle en posant une main sur sa tête. Il leva les yeux vers elle, et dans ce regard fidèle, elle trouva la force de se relever. Elle rangea l'épreuve dans son sac à dos, vérifia la sangle de son arme et sortit dans la nuit noire. La route jusqu'à l'entrepôt fut silencieuse, presque solennelle. Les lumières de la ville s'éteignaient une à une derrière elle, comme si le monde retenait son souffle. L'entrepôt 42 surgit de l'obscurité comme une carcasse de bêtes blessées, entourée de containers empilés, de projecteurs grinçants et de silence trop parfait. Élodie s'approcha, accroupie, glissant dans les ombres, Hugo à ses côtés. Elle trouva une porte latérale entr'ouverte, en força lentement l'accès. À l'intérieur, l'air empestait le métal, l'huile, et quelque chose de plus lourd. Le sang peut-être, le mensonge, le pouvoir. Elle se faufila entre les rangées de caisses en bois. À travers les interstices, elle vit deux hommes debout sous la lumière blafarde d'un néon. Adrien Beaumont, Henri Delacroix, le cœur de la bête. Ils discutaient à voix basse, comptaient des liasses de billets, désignaient des armes. « À la fin de la nuit, il ne restera rien », dit Beaumont. « On efface tout », confirma Delacroix. Élodie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle sortit une micro-caméra de sa veste, la fixa discrètement sur une étagère. Une petite lumière verte clignota. Les voix, les visages, les preuves, tout était enregistré. Mais alors que son doigt effleurait le bouton d'arrêt, un bruit sec résonna sous sa botte. Une douille. Trop tard. Les têtes se tournèrent. Les regards se croisèrent. Un silence oppressant tomba. « On a de la visite !» dit lentement Beaumont, un sourire glacé aux lèvres. Élodie n'hésita pas. Elle bondit de sa cachette, arme levée. « Hugo, attaque !» cria-t-elle. Le chien surgit, fusant comme un éclair. Sa mâchoire se referma sur le bras d'un garde qui levait son arme. Le cri du tireur déchira l'air. Élodie fit feu. Une balle toucha Delacroix, une autre siffla près d'elle. Elle roula au sol, tira à nouveau. Henri Delacroix s'effondra. Elle haletait, plaquée contre une caisse. Le sang coulait de son épaule. Elle leva les yeux. Beaumont était encore debout, immobile. Il ne tenta pas de fuir. Il leva lentement les mains. « Tu ne pourras pas faire tomber tout le système marchand, » souffla-t-il. Mais elle, le doigt sur la détente, ne tremblait plus. « Et toi, tu ne pourras jamais fuir ce que tu as fait. » Dehors, les gyrophares hurlaient déjà dans la nuit. Le vacarme des sirènes déchirait la nuit comme un champ de guerre. Des flashs rouges et bleus baignaient l'entrepôt 42 d'une lumière crue, presque irréelle. Les forces spéciales envahissaient les lieux, armes au poing, voix tranchantes, fendant l'air comme des lames. Beaumont restait figé, les bras levés, les menottes claquant sur ses poignets dans un bruit sec, final. Son regard, chargé de haine, croisa celui d'Élodie un dernier instant, mais il n'y avait plus rien à dire. Tout avait été enregistré, tout serait dévoilé. Élodie ne bougeait plus. Le sang chaud glissait sur son bras, mais ce n'était pas la douleur qui la paralysait. C'était le poids de ce qu'ils avaient accompli. Elle baissa les yeux vers Hugo, toujours debout, son pelage maculé de boue et de sang séché, ses yeux fixés sur elle, avec une intensité muette. Elle s'agenouilla lentement, glissa une main tremblante dans sa fourrure dense et murmura « On l'a fait, mon brave !» Son cœur se serra, parce que malgré la victoire, tout en elle criait l'absence de Mathieu, l'éclat de ses yeux fatigués, le timbre grave de sa voix, le sourire en coin qu'il gardait même dans le pire des chaos. Il avait donné sa vie pour que cette nuit puisse exister. Il n'aurait jamais vu Beaumont tomber, ni entendu les sirènes annoncer la fin d'un règne de peur. 3 jours plus tard, Montreuil-sur-Loire tremblait encore. Les journaux explosaient de titres en capitale. Les chaînes diffusaient en boucle l'arrestation d'un conseiller d'État, la chute d'un commandant décoré, la mise à nu d'un réseau tentaculaire de corruption. Élodie était au cœur de l'ouragan, mais elle restait droite, silencieuse, le regard tourné vers ce qu'elle avait perdu,
Lors de la cérémonie d'hommage, elle se tenait dans la cour du commissariat, en uniforme impeccable. Le capitaine Morel remit à sa main une médaille sobrement gravée à ceux qui se battent même dans l'ombre. Elle la serra fort, comme si elle agrippait la mémoire de Mathieu lui-même. Autour d'elle, le silence régnait. Pas un mot, pas un applaudissement. Juste un instant suspendu dans le respect et la douleur. À ses pieds, Hugo était couché, les yeux mi-clos, le corps encore marqué, mais l'esprit toujours alerte. Il leva lentement la tête et leurs regards se croisèrent. « Héros de Montreuil », murmura quelqu'un dans la foule. Élodie esquissa un léger sourire. Pas de triomphe, juste une paix discrète. Le soleil perçait à travers les nuages, glissant sur les pierres du commissariat, enveloppant la scène d'une lueur dorée. Elle se pencha, caressa la tête de son chien et souffla doucement. « On a encore du boulot, mon grand. » Elle se leva, tourna les talons. Hugo la suivit. Ensemble, ils montèrent dans la voiture de patrouille. Le moteur ronronna, le véhicule s'éloigna dans la lumière du matin. Et juste avant de disparaître dans les rues encore calmes de Montreuil-sur-Loire, Élodie pensa sans un mot: parfois, la vérité refuse simplement de rester enfouie.